Bonjour et bienvenue sur Esprit en expansion. C'est une chaîne que j'ai décidé de créer pour partager plein de trucs que j'apprends et qui me passionnent. Cette vidéo, c'est la suite de ma précédente vidéo que j'ai fait sur le sommeil, du coup je vous la mets en lien si vous voulez aller la voir en premier. Dans cette dernière vidéo, nous avons vu que nous avons tous besoin d'un nombre d'heures de sommeil qui varie entre 7 et 9 heures par nuit, voire plus si on est sportif, en croissance ou enceinte. Mais nous avions vu qu'en dessous de 7 heures par nuit, on manquait forcément de sommeil, à moins de faire partie de très rares individus qui ont une certaine mutation génétique qui leur permettait de dormir moins de 7 heures par nuit sans avoir de conséquences néfastes. Donc ok, dormir suffisamment c'est une chose, mais maintenant se pose la question suivante. Est-ce qu'on peut dormir à n'importe quel moment ou est-ce qu'il y a des moments optimaux? Comme la nuit par exemple. Ça paraît tellement logique que la nuit c'est un moment optimal pour dormir, mais essayons de comprendre pourquoi. On peut aussi se demander si c'est mieux de dormir d'un bloc, donc si on prend en moyenne qu'on dort 8 heures, si c'est mieux de dormir 8 heures d'un coup, ou si ça revient au même de dormir 2 fois 4 heures par exemple. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quelles sont les deux forces majeures qui régulent le sommeil. Nous pourrons ensuite passer en revue les différents chronotypes qu'il existe, et aussi j'ai prévu d'aborder la question du sommeil polyphasique. Mais comme ça faisait beaucoup de matière pour une vidéo, j'ai décidé de la couper en deux. Du coup, dans cette première partie, nous allons parler des deux forces majeures qui régulent le sommeil, à savoir le rythme circadien et ce qu'on appelle la pression du sommeil. Donc voilà, commençons par le rythme circadien. Le terme circadien vient du latin circa, qui signifie autour, et dies, qui signifie jour. Donc circadien signifie littéralement environ un jour. En fait, le rythme circadien, ça regroupe tous les processus biologiques, tous les rythmes, tous les cycles biologiques qui ont une période d'environ 24 heures. Par exemple, notre température corporelle varie selon un cycle, elle augmente tout au long de la journée pour atteindre un pic en fin d'après-midi, et elle diminue tout au long de la nuit pour atteindre un creux vers 4 heures du matin. Ce creux, c'est l'inverse du pic et en science on appelle ça un nadir. Et ensuite, elle remonte gentiment pour commencer un nouveau cycle. Donc cette variation de la température se répète tous les jours, toutes les nuits, et elle est donc cyclique. Et sa période dure environ 24 heures. Du coup, ce cycle de variation de la température corporelle, ça fait partie du rythme circadien. Le rythme circadien comprend ainsi plein d'autres cycles biologiques. Parmi eux, on retrouve notamment le rythme entre le sommeil et l'éveil. La vigilance aussi varie au cours de la journée. La digestion et à quel moment on va aller aux toilettes. On retrouve aussi la production de certaines hormones, par exemple l'hormone de croissance qui est produite entre 22h et 2h du matin. Quasi tous les êtres vivants ont un rythme circadien, que ce soit les animaux, les insectes, les invertébrés, les plantes, ou même des organismes unicellulaires comme des moisissures par exemple. Du coup, si on regarde au cours de la journée, qu'est-ce que ça donne ce rythme circadien? Eh bien, le matin, on a des cellules à l'arrière de nos yeux qui détectent la présence de lumière. On les appelle les cellules ganglionnaires photoréceptrices. Du coup, dès que ces cellules reçoivent de la lumière, qu'elles détectent même si on a les yeux fermés d'ailleurs, eh bien elles envoient cette information au cerveau qui supprime la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui donne envie de dormir. Du coup, le matin, quand il y a la lumière, on supprime la sécrétion de cette hormone et donc on supprime l'envie de dormir. Ensuite, tous les matins, nous avons une dose de cortisol qui nous permet de nous réveiller. Notre température corporelle augmente, le cœur bat plus vite et la pression sanguine augmente aussi. Tous ces éléments nous permettent de passer de la position horizontale couchée à verticale, debout, et de pouvoir commencer notre journée. Vers 10 heures, nos capacités de concentration sont au maximum. C'est là aussi qu'on sera le plus alerte. Ce sont donc des conditions optimales pour étudier. On dit souvent que, après avoir bien mangé, on fait la sieste parce que notre énergie se concentre sur la digestion. Mais en fait, l'envie de dormir ne survient pas à cause de la digestion. En fait, vers 14-15 heures, la température de notre corps descend légèrement, et c'est ça qui favorise l'endormissement, non pas le fait qu'on a trop mangé par exemple. Et pour preuve, c'est que cette baisse de température survient même si on n'a pas mangé à midi. Ensuite, dans l'après-midi, on reprend un peu de peps, et c'est là que notre corps est au top en termes de coordination, de temps de réaction et de force musculaire. Et d'ailleurs, fun fact, beaucoup de records du monde ont été battus en fin d'après-midi. Ensuite, le soir, il se produit l'inverse du matin. C'est-à-dire que quelques heures après que la pénombre se soit installée, notre corps commence à sécréter de la mélatonine, donc l'hormone qui va nous donner envie de dormir. Ce qui est étonnant avec le rythme circadien, c'est qu'il est généré de manière endogène. C'est-à-dire que le corps le génère, peu importe ton environnement extérieur. Par exemple, si là maintenant vous décidez d'aller dans l'obscurité au fond d'une caverne pendant plusieurs jours, je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais bon, si vous le faites, eh ben, vous allez toujours avoir un rythme circadien. Cette expérience des humains dans l'obscurité a déjà été faite et ils ont pu observer que le rythme circadien persiste même en l'absence de lumière.
Du coup, c'est bien notre cœur qui génère ce rythme circadien, oui, mais qu'est-ce qui le génère précisément? Eh bien, il est généré par une structure à la base du cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Alors ça fait plusieurs termes qui peuvent paraître un peu compliqués quand on n'y est pas familier, du coup, décortiquons un peu tout ça. Supra, ça vient du latin, qui veut dire ci-dessus. Chiasme, ça vient du grec, chiasmos, qui veut dire cette fois croisement. Du coup, suprachiasmatique, ça veut dire en gros qui est situé en dessus du croisement. Mais de quel croisement on parle? Eh bien en fait, nos yeux donnent les informations visuelles qu'ils reçoivent au cerveau via des nerfs, et ces nerfs, avant d'y arriver, ils se croisent. Du coup, l'endroit où les nerfs optiques se croisent s'appelle le chiasme optique. Et c'est en dessus de cette structure que se situe le noyau suprachiasmatique. Un noyau, c'est quoi? Si on reprend un schéma simplifié d'un neurone, on a le corps cellulaire qui reçoit les informations et les intègre, un axone qui achemine les informations plus loin, et la terminaison nerveuse qui relaye l'info à d'autres neurones par exemple. Et bien en fait, un noyau, ça définit un ensemble de corps cellulaires. Du coup, le noyau suprachiasmatique, c'est un ensemble de corps cellulaires de neurones qui sont situés au-dessus du chiasme optique. Et c'est justement ce noyau suprachiasmatique qui provoque la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Donc c'est la glande pinéale qui sécrète de la mélatonine et elle reçoit l'ordre d'en sécréter juste après que la pénombre commence à s'installer. Donc juste après que les yeux ont donné l'information au noyau suprachiasmatique qu'il y a moins de lumière et que ce serait temps d'aller dormir. Et le noyau, à son tour, donne l'ordre à la glande pinéale de sécréter de la mélatonine pour préparer le corps à l'endormissement. La mélatonine ne participe pas à la génération du sommeil en lui-même, mais elle va déterminer le moment auquel on aura envie de dormir. Du coup, la mélatonine commence à gentiment augmenter dès qu'il y a moins de lumière le soir, pour atteindre un pic entre 2h et 4h du mat. C'est donc le moment où on aura le plus envie de dormir. Cette observation nous amène au point suivant. Certes, notre rythme circadien ne dépend pas de l'extérieur pour être généré, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y est totalement insensible. Au contraire, il y a tout un tas de stimuli extérieurs qui influencent la durée de notre cycle. Ces stimuli extérieurs, en science, on les appelle les Zeitgeber. C'est un terme qui vient de l'allemand et qui veut dire littéralement les donneurs de temps. Parmi eux, on retrouve bien évidemment la lumière, qui est de loin le plus important des Zeitgeber. On retrouve aussi justement la mélatonine, la température corporelle, mais aussi à quel moment de la journée nous allons faire du sport ou à quel moment de la journée nous allons manger. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on enlève ces donneurs de temps. Du coup, si on reprend des âmes, qu'on les met dans une caverne, dans l'obscurité, et on leur enlève les horloges et toute information par rapport à comment se déroule le monde extérieur, et du coup, ils peuvent manger et aller dormir quand ils le veulent. Eh bien, quand on enlève tous les Zeitgeber, on observe que notre rythme circadien a tendance à se rallonger un peu. Notre rythme circadien durerait en effet plutôt aux alentours de 25 heures au lieu de 24 heures. Mais le fait d'enlever les Zeitgeber n'a pas le même effet chez tous les organismes vivants. Chez la souris, c'est l'inverse. Si on enlève tous les Zeitgeber, eh bien leur rythme circadien aura tendance à se raccourcir d'environ 24 minutes tous les jours. Comme vous le savez, la Terre tourne sur elle-même. Cette rotation crée une alternance jour-nuit qui se répète avec une période de 24 heures. On appelle ce cycle jour-nuit le rythme nictéméral. Du coup, la lumière, elle a pour effet de chaque jour raccourcir légèrement notre cycle, qui naturellement tendrait à durer plutôt 25 heures, pour le synchroniser avec le rythme nictéméral, donc l'alternance jour-nuit. Jour-nuit. Et sans ça, comme je viens de le dire, notre rythme circadien aurait tendance à plutôt durer aux alentours de 25 heures, ce qui fait qu'on irait se coucher tous les jours 1 heure plus tard. Comme on le voit très bien sur ces données de gens qui étaient dans l'obscurité, et sans autre Zeitgeber. Pour finir sur le rythme circadien, faisons une petite parenthèse à propos du jet lag. Quand tu vas dans un autre pays et que le fuseau horaire change, ton corps va devoir s'adapter à l'heure locale en se couchant soit plus tôt, soit plus tard. Ton noyau suprachiasmatique reçoit les nouveaux timings des informations lumineuses et il va s'y adapter gentiment. Ainsi, à chaque jour qui passe, il se rapproche d'1 heure de l'heure locale. Du coup, s'il y a 8 heures de décalage avec ton pays, il faudra en moyenne 8 jours à ton noyau suprachiasmatique pour s'adapter au changement d'horaire. Passons maintenant à la deuxième force majeure qui régule le sommeil. On l'appelle la pression du sommeil. En effet, il n'y a pas que le rythme circadien qui détermine lorsqu'on est réveillé ou endormi. Il y a aussi cette pression du sommeil. Une fois qu'on se réveille, chaque minute passée réveillée, notre corps produit de l'adénosine. L'adénosine s'accumule donc tout au long de la journée, chaque minute où l'on est réveillé. Du coup, on peut utiliser la concentration d'adénosine qu'il y a dans notre cerveau comme une sorte de baromètre qui mesure depuis combien de temps nous sommes réveillés.
Plus la concentration d'adénosine est haute, plus on a envie de dormir. La nuit, le cerveau dégrade et évacue l'adénosine qui a été accumulée durant la journée. La purge d'adénosine est complète après environ 8 heures de sommeil, ce qui correspond plus ou moins au temps de sommeil dont nous avons besoin. Et c'est pour ça qu'il est déconseillé de faire des siestes qui durent plus de 20 minutes la journée, parce que les siestes qui durent plus de 20 minutes vont diminuer la concentration d'adénosine et donc diminuer l'envie de dormir le soir. Donc voilà. Le rythme circadien et la pression du sommeil sont les deux forces majeures qui régulent notre sommeil. Mais ces deux forces sont indépendantes l'une de l'autre. Mais en temps normal, bien que ces deux forces ne soient pas couplées, eh bien leurs effets sont tout de même alignés. Je m'explique. Prenons un schéma qui représente ces deux forces. On a l'axe des X qui représente le temps qui passe. Le rythme circadien se représente par une onde sinusoïdale, avec la nuit où on est le moins alerte, le moins réveillé, et la journée où on est le plus alerte. Représentons maintenant la pression du sommeil, c'est-à-dire la concentration d'adénosine. Et bien en fait, elle augmente progressivement au fil de la journée, pour atteindre un pic le soir, et la nuit elle diminue puisque notre cerveau l'évacue. La distance entre ces deux lignes représente l'envie de dormir. Plus la journée passe, plus la distance entre ces deux lignes s'éloigne et du coup plus tu ressentiras l'envie de dormir. Du coup le matin, on a peu d'adénosine et en plus notre rythme circadien nous fait nous sentir bien réveillés. Le soir par contre, notre rythme circadien nous fait nous sentir plus fatigués et la concentration d'adénosine par contre a continué d'augmenter. Du coup le soir, la distance entre les deux lignes est grande et l'on aura envie de dormir. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on fait nuit blanche ? Le soir, on a l'envie de dormir. Mais si on ne dort pas, la concentration d'adénosine continue à augmenter. Le lendemain, le rythme circadien, lui, se fiche bien de si tu as dormi ou non, et ton corps sécrète du cortisol pour se réveiller comme d'habitude. Le niveau d'énergie produite par le rythme circadien atteint un pic dans l'après-midi. Et ce qui est étonnant, c'est que la distance entre les deux lignes est à ce moment-là moins grande que la veille le soir avant de faire la nuit blanche. Du coup, à ce moment-là, l'envie de dormir est moins grande, même si ça fait plus longtemps que vous êtes réveillé. Par contre, le soir, lorsque ton rythme circadien reprépare ton corps pour un nouveau cycle de sommeil, et en plus, la concentration d'adénosine est très haute, et bien là, normalement, tu ressens une envie surpuissante d'aller dormir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que c'était intéressant. Donc cette vidéo c'était un peu la base qui permettra de bien comprendre la suite, donc la deuxième partie sur les chronotypes et le sommeil polyphasique. Donc la deuxième partie elle sera un peu plus utile dans le sens où ça donne des connaissances qui ont plus une application dans la vie quotidienne. Parce que je suis assez d'avis que savoir plein de petits trucs par-ci par-là, bah c'est cool, mais si ça a une application dans la vie quotidienne, bah c'est encore mieux. Bon après si juste le fait de connaître des trucs ça te fait kiffer et ça te rend heureux, bah tant mieux, t'as tout gagné. Et sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format où juste j'enregistre ma voix et j'illustre le plus possible. C'est le format que je voulais faire initialement, mais bon comme ça prend beaucoup de temps de tout illustrer et que bah je voulais commencer, pour le début c'était plus simple de juste me filmer. Donc voilà, cette vidéo est finie, je vous dis à dans un mois environ pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire remarquer si vous avez aimé. Et sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, notamment sur mon compte dessin, où j'aime bien poster des trucs de création un peu. Bye bye, à la prochaine!